Salut à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'essayer avec vous une Pontiac Trans Am de 1984. Alors la Trans Am, c'est un modèle que j'affectionne particulièrement depuis que j'ai essayé un modèle de l'année 79, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et là je vais découvrir cette troisième génération de Trans Am avec vous que je connais pas vraiment. Alors j'ai déjà essayé une Camaro, mais voilà, la Trans Am, il y a quand même quelques différences. Et du coup on va faire un peu un tour de cette année modèle 1984. Là on est vraiment face à un design typique années 80, hyper carré, hyper anguleux. Et donc le premier truc qui choque par rapport à la génération précédente, c'est ces phares rétractables qu'on retrouve aussi sur les Corvettes et qui vont désormais intégrer la gamme Firebird. Et là on est on est en face d'une Trans Am, donc la version sport ultime. Donc on a droit à quelques différences esthétiques, un look un peu plus sportif, le Phoenix qui est présent un peu partout sur le véhicule, des inscriptions pour te rappeler que voilà, t'as pas la Firebird de Monsieur Tout le Monde. Et voilà, des petits stickages, des petits détails esthétiques pour la rendre un peu plus agressive, un peu plus lui donner un look un peu plus racing. On a ces belles jantes aussi spécifiques à la Trans Am avec toujours le rappel du Phoenix au centre. Hop, Trans Am encore une fois. Elle a vraiment une belle gueule, une belle allure, très ancrée dans les années 80. C'est clair qu'à sa sortie, elle devait faire tourner des têtes cette bagnole. Et puis on a cette bande de feu comme ça, qui est un rappel aux Trans Am de la génération précédente. On distingue à peine les feux à travers, c'est complètement noir, complètement fumé. Et de nuit, c'est un vrai sapin de Noël. Et ça, c'est vraiment cool qu'il l'ait gardé, c'est vraiment super beau. Et cette immense lunette arrière, peut-être une des plus grosses de la production américaine de l'époque. C'est impressionnant. Et accessoire aussi indispensable pour l'aérodynamisme à l'époque, l'aileron à l'arrière. Obligatoire sur une voiture sportive des années 80 avec les fameux T-top, la fameuse option T-top escamotable qui permet d'avoir un semi-cabriolet en été. On va maintenant voir l'habitacle. Alors le premier truc qui choque, c'est cette immense portière, les différentes couleurs et matières. Là on est un espèce de sky blanc avec un plastique moussé noir, avec du tissu gris et par-dessus un plastique un peu plus dur, noir. Là, on a une espèce de vide-poche en cuir qui a été rajouté. En fait, justement, on n'a pas l'impression que ça a été pensé dès le début. On dirait qu'ils ont conçu toute la garniture et qu'à la fin, ils se sont dit, bah merde, on a oublié le vide-poche. Enfin, c'est le sentiment que ça donne. Et donc voilà l'habitacle. Hop, je vais me poser à l'intérieur. Hop. Bah, déjà, on est bien installé. Je ferme, comme ça, on n'a pas de bruit. Et je recule un peu. Alors désolé pour la lumière, c'est un peu compliqué avec ce soleil de bien gérer. Alors le premier truc qui me choque à l'intérieur, et ça c'est ce que j'avais remarqué sur les Camaro de cette génération, c'est ce combiné d'instruments, tout cet agencement, ce design intérieur qui nous fait penser tout simplement à l'aviation. On a l'impression d'être dans un avion de chasse avec chaque bloc d'instruments qui est séparé, qui est comme rifté, comme vissé, comme un élément indépendant, comme pour faciliter la maintenance des avions. Et forcément cette couleur noire, cette ambiance générale et le fait que ce soit un véhicule qui est plutôt à la base pensé comme un véhicule sportif. Donc on peut forcément faire l'association entre l'avion de chasse et cette voiture. Et du coup ça lui donne un certain cachet, on retrouve vraiment tous ces éléments jusqu'aux commandes sur la garniture de porte. Du coup bon, là on a la poignée, là on a le verrouillage centralisé. Là on a le réglage du rétroviseur, oui c'est ça, qui est manuel. Le volant est très beau, vraiment ce volant 3 branches comme ça avec une partie métallique qui est aussi spécifique je pense au modèle sportif de la gamme Firebird, aux versions vraiment un peu plus extrêmes, avec ce Phoenix qu'on retrouve encore une fois. Et on a une instrumentation qui est aussi assez complète, donc on a le compte-tours ici, on a le voltmètre, on a la pression d'huile, le niveau d'essence évidemment, la température d'eau. Autre élément où on se dit punaise c'est pas possible, ils l'ont oublié, c'est ça en fait, on peut penser qu'il y aura une vraie boîte à gants. Et en fait c'est une pochette en cuir qui a été rajoutée comme sur la garniture de porte avec un joli logo Trans Am pour faire genre bon mon gars c'est pas n'importe quoi, c'est une option aussi, c'est spécifique à la Trans Am, c'est trop la classe. Mais en vrai ça fait un peu cheap. Et ça sur les Camaro on n'a rien, c'est juste plastique plat. Et tout est en plastique, alors là c'est moussé.
un peu plus moussé on va dire. Et là tout le reste franchement c'est du bon vieux plastoc de Citroën AX. Les années 80 ça a été un petit peu un carnage aussi chez les Américains au niveau qualité des matériaux. Et là vraiment on touche un peu partout. Bon bah c'est du plastoc. Des mauvaises années quoi. Mais celle-là est quand même super bien conservée. Donc c'est cool parce que ça me permet vraiment de me plonger dans l'ambiance d'époque, quoi, de conduire cette voiture, de l'essayer comme si j'étais un acheteur à l'époque, quoi. Avec mon regard d'aujourd'hui. Et puis donc là, on a les commandes de ventilation et de climatisation. La commande de boîte automatique, qui nous rappelle aussi l'aviation, hein, avec ce gros manche comme ça, type Boeing. Donc vraiment clairement on est dans un cockpit d'avion de chasse. C'est pour moi je pense c'est clairement l'inspiration. Et le truc super sympa en été, et bah, c'est ces fameux T-top. Hein. Donc là on a comme un toit panoramique séparé en deux avec le montant central qui est fumé donc pour pas non plus que ça fasse trop effet de serre, même si ça fait quand même un peu effet de serre, et qu'on peut retirer l'été. Donc chaque élément se retire et se cale dans le coffre pour pouvoir rouler vraiment à moitié décapoté, ce qui est super cool. Les sièges sont vraiment hyper agréables. Ils ont un bon maintien, ils sont comme il faut niveau fermeté, ni trop ni pas assez. À l'arrière, on a une banquette, on va dire même 2 sièges quasiment pour accueillir au total 4 personnes. Et c'est des sièges d'appoint, hein, clairement, on est sur un coupé sport. On fera pas de longue borne à l'arrière, hein, peut-être des enfants, mais pas plus. On a une vue sur cette immense lunette arrière qui cache un beau coffre, quand même pas mal pour la catégorie. Et ça rappelle la Pontiac Transam, c'est un checker sur la Transam et là c'est juste comme une espèce de prise d'air. Maintenant je vous propose de faire un petit essai routier, on va voir ce que ça donne sur la route. Petit détail aussi qui nous rappelle qu'on a affaire à une sportive, c'est qu'on a, chose rare sur une américaine de cette époque, un frein à main qui est vraiment à main. C'est pas un frein de parking à pied, ce qui peut être pas mal pour drifter ou faire le con avec ce genre de bagnole sportive. Bon je pense que c'était un peu dans l'esprit quoi. Vraiment avoir un contrôle complet de sa bagnole. Bon bah c'est parti pour l'essai de cette Pontiac Transam 1984 en V8 5 litres. Alors attention, ces années-là c'est fini les big blocks malheureusement. Les blocs Pontiac c'est pareil, à part le 4 cylindres Iron Duke d'entrée de gamme sur les Firebird. Sur la Transam on ne trouve plus que des moteurs Chevrolet, moteurs GM au sens large. Et là sur cette version là, donc on a le V8 5 litres de base de la Transam qui était donné pour 150 chevaux. Mais on pouvait aussi avoir en option le V8 5 litres HO pour High Output qui donnait lui 190 chevaux. On va voir déjà ce que ça donne dans cette version 150. Est-ce qu'on a juste le look ou est-ce qu'on a aussi les performances? Alors ce qui est marrant déjà c'est de retrouver cette clé GM hein, qu'on trouve jusqu'aux années 90. Déjà en tout cas ça gronde. Hein. Sur les Transam ils ont toujours fait en sorte d'avoir quand même des échappements qui... on entend un peu quoi, un peu travaillé, même sur des motorisations pas toujours exceptionnellement performantes selon les années. Il faut qu'on sache dès le démarrage qu'on a affaire à un véhicule sportif. Le premier truc qui me choque, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur d'appuyer sur la pédale parce que sinon elle avance pas. Donc il faut vraiment pas avoir peur de brusquer un petit peu la pédale d'accélérateur. Et c'est vraiment pas mal amorti, hein, même pour une sportive. En tout cas, je suis bien installé là. Vraiment le siège, il a une forme assez agréable, il épouse bien les formes du corps. C'est pas trop ferme, on est bien installé, on a une position de conduite qui est pas trop basse non plus pour une sportive, on se sent pas non plus comme dans certaines bagnoles un peu engoncées, un peu à ras du sol. Non là qu'on a une hauteur quand même assez entre deux, entre une berline et une sportive vraiment à ras du sol. Donc on sent pas trop en insécurité on va dire. Par contre il faut bien faire gaffe, le bouclier à l'avant il est vachement plongeant, il faut faire gaffe quand on prend des petites sorties de trottoir ou autre. Alors, voyons ce que ça donne. Le moteur est bien chaud. On a pas mal de petits bruits parasites, des petits bruits de plastique, des petits bruits de bagnoles des années 80 quoi. Il faut encore vachement faire gaffe. Là, il y a des méga dodanes, je suis obligé vraiment de ralentir pour pas taper le bout du pare-choc. On va écouter un peu la sonorité de ce V8. Ah ouais, c'est du lourd. C'est du lourd et ça c'est vraiment spécifique à ces versions sportives parce que le 5 litres c'est un moteur qu'on va retrouver aussi sur des berlines dans des configurations un peu différentes mais jamais avec un échappement aussi bruyant.
Donc là on est toujours en propulsion à l'ancienne, hein. Ils avaient hésité d'ailleurs au développement de cette génération là de peut-être passer en traction, mais ils ont eu la bonne idée de garder la propulsion. C'est hyper vif, franchement c'est pas un dragster, mais malgré ses 150 chevaux, il envoie pas mal, il y a de quoi s'amuser un peu. Au niveau freinage, on a 4 disques là-dessus. Alors c'est un peu con de faire un essai en ville comme ça, mais bon, on sent que ça quand même, il y a du mordant. Elle est très agréable et franchement, je suis étonné par la suspension. Elle est pas trop ferme, encore une fois, les Américains, ils veulent toujours un petit peu de moelleux, même sur une sportive, c'est pas trop tape-cul. On a par contre, voilà, toujours ces bruits parasites à gauche à droite, de petits plastiques, d'ajustements qui sont pas toujours nickel, hein. Et en tout cas, elle se manie bien. La direction, pareil, on est sur une sportive, du coup, elle est assistée, mais pas assistée comme on a l'habitude à l'américaine, plus assistée à l'européenne. C'est-à-dire que là, je m'arrête pour faire par exemple des manœuvres pour guérir la voiture. Bon, c'est assisté, mais on sent encore un peu de résistance. On n'est pas sur une direction de SUV ou de berline. En tout cas, la sonorité est très agréable parce que ça reste un poil feutré. C'est plus bruyant qu'une berline, mais une fois qu'on est lancé, il casse pas les oreilles non plus. Et on a l'impression, ouais, ça trempe quand même de partout, hein. En tout cas, je suis bien installé. Franchement, j'ai une bonne position de conduite. Et j'adore la vue, comme la Transam des années 70, quoi. Ce faux checker devant qui renforce un peu l'impression de conduire une caisse sportive, quoi. Et j'ai oublié un détail quand même hyper important, c'est quand même la bagnole de K2000. Alors évidemment, elle n'a pas les modifs du film, hein, elle est quand même d'origine. Mais c'est le même modèle. Il y a des américaines qui passent un peu plus inaperçues, en tout cas celle-là n'en fait pas partie. Et je pense qu'avec l'explosion du mouvement Youngtimers, les gens sont encore plus nostalgiques de ces années-là, de ces années 80 qui ont mis du temps à être un peu reconnus. Ça tremble quand même, hein. C'est vrai que c'est pas la suspension Cadillac, hein. Elle est un petit peu malmenée sur les routes un peu, sur les bitumes un peu abîmés, mais ça reste quand même hyper équilibré. Et ce 5 litres en 150 chevaux, il faudrait l'essayer sur autoroute pour s'en rendre un peu compte. Là malheureusement j'ai pas trop l'occasion. Il est hyper vif, franchement il est hyper vif. Je pense que la version 190 chevaux ça doit quand même être quelque chose. On n'est pas non plus sur de la grosse sportive, hein. Je veux dire malheureusement aujourd'hui en 0 à 100 je crois qu'on est dans les 8 secondes 5 sur le 190 chevaux. Bon c'est des scores qu'on fait maintenant avec des véhicules qui n'ont pas forcément de prétention sportive. Oh, satellisé! On a quand même envie de faire le con avec ces bagnoles, hein, parce que l'ambiance, ce contour énorme, cette sonorité qui est quand même un peu présente, on a envie à chaque fois de le faire gueuler. Non, c'est une voiture qui est vraiment très plaisante. Ils ont réussi quand même à faire un coupé qui est assez équilibré, qui est dans l'air du temps, hein. Au niveau aérodynamisme, il y a un gros travail qui a été fait. Il paraît, hein, parce que moi je pourrais pas vous parler d'aérodynamisme à des vitesses en ville. Mais en tous les cas, au niveau ressenti, au niveau comportement, elle est quand même assez sécurisante, on se sent bien et finalement c'est pas la sportive trop extrême qu'on s'imaginerait pas prendre pour faire des longs trajets sur autoroute. De toute façon, la Firebird a toujours eu cette qualité. Franchement, la bonne caisse de célibataire ou de couple qui fait n'importe quel trajet dans de super conditions. Je vais rebaisser la vitre parce que ce V8 quand même, il chante bien. Ça c'est de la belle mélodie. Alors, il y a un petit bruit parasite extérieur, il y a un petit plastique, un petit élément de carrosserie qui bougeote un peu. Quel pied, sérieux. Ça c'est un gros argument sur les caisses américaines, sans déconner, on s'en lasse jamais. Je vais remonter sinon vous n'allez pas m'entendre. Une vitre électrique, hein, évidemment, que dire, en 1984 c'est un peu le minimum chez les ricains. C'est quand même pas de la super cam, hein. C'est vrai que les boutons au toucher, l'impression de fragilité, la sensation de fragilité quand on manipule les commandes. Mais il y a une ambiance, il se passe quelque chose dans cette bagnole. On est dans un avion de chasse, simplement, on est dans un Falcon. J'ai un gros défaut avec ces bagnoles, c'est que j'arrive pas, même moi qui a une conduite de papy, j'arrive pas à rouler doucement avec les petits coupés comme ça. Je sais pas, il y a une sensation de conduite qui est pas la même et qui pousse un peu à rouler comme un con. Et ce serait mon défaut si j'étais propriétaire de cette Transam. On a vraiment envie de faire chanter le V8, on a un comportement routier qui est quand même assez sécurisant par rapport à une grosse berline un peu balourde. Cette Pontiac Transam 84 m'a vraiment laissé une très bonne impression. J'étais un fan du modèle 79 qui m'a vraiment donné un grand coup de cœur, hein, parce que moi à la base les Transam, les coupés sportifs un peu américains de cette période me faisaient pas trop rêver à la base et il a fallu vraiment que j'en essaie une pour me rendre compte du côté cool de ces caisses dans le look
et puis surtout dans la conduite, dans le comportement routier. Je trouve que cette 84, elle est vraiment dans la lignée des 79. Il y a eu beaucoup d'évolution au niveau du comportement, c'est quand même très différent, mais elle est totalement ancrée dans son époque, dans les années 80, et je pense qu'elle offre vraiment ce qu'un Américain, ce qu'un jeune Américain à la recherche d'une GTI américaine pouvait attendre de ce genre de bagnole. Et effectivement, nous aujourd'hui, avec notre regard actuel, on peut regretter la qualité intérieure, la qualité des ajustements, ça fait quand même assez cheap au niveau des plastiques. Et en même temps, il y a une ambiance, vraiment cette ambiance comme ça, avion de chasse, qui est assez dingue, hein. Les mecs se sont vraiment éclatés et ça sent. Je pense que déjà avec ce 5 litres on peut se faire plaisir. Alors avec le high output ça doit être encore autre chose. Certainement un must have dans les années 80.